Dans ce nouvel épisode de Confidence de thérapeute, j'ai eu le très grand plaisir d'aller à la rencontre de Catherine Lapsy, que vous connaissez probablement déjà si vous suivez un petit peu l'actualité en psychologie sur les réseaux sociaux. Et je ne perds pas plus de temps, je vous laisse tout de suite en sa compagnie. Quand j'étais ado, j'avais pas mal de problèmes et j'ai souffert d'un trouble anxieux généralisé. Je savais pas à l'époque que ça s'appelait comme ça, mais j'avais beaucoup de soucis. J'ai vu plein de médecins qui m'ont donné des médicaments. J'ai même été hospitalisée pendant 2 jours à un moment donné. Et puis un jour, on m'a dit non, maintenant, faut aller voir un psy. C'est plus possible autrement, quoi. Notamment quand je suis sortie de l'hôpital, on m'a dit voilà, c'est ça ou les médicaments. Si vous faites pas un suivi, c'est pas possible. Vous pouvez pas rester comme ça. Et donc je suis allée voir des psys. Comme j'ai l'habitude de le dire sur mes réseaux sociaux, j'en ai vu 7 avant de me sentir à l'aise avec quelqu'un. Mais alors moi, j'étais vraiment dans un milieu où je me disais non, c'est pour les fous, quoi. Donc vraiment, j'ai un vrai problème, c'est grave qu'on m'envoie voir un psy, donc je pense que ça aidait pas quand j'allais voir un psy. Et puis bon voilà, les choses se font, je fais pas confiance aux gens, etc. Puis un jour, je tombe sur une psy avec qui j'accroche bien et qui me fait rentrer dans un groupe de thérapie. Donc c'est-à-dire que là, j'étais avec une dizaine de personnes qui avaient toutes des problématiques différentes des miennes. Et alors là, c'est pas une chose, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant parce que, en tant que personne qui était très angoissée, comme beaucoup de gens qui ont des problèmes, j'étais auto-centrée, donc j'étais très centrée sur mes sensations à moi, ce qui se passait pour moi, mes angoisses, mes peurs, mes réflexions. Et du coup, comme plein de gens qui ont des pathologies, c'est normal, j'étais pas très ouverte à ce qui se passait pour les autres, puisque j'étais tellement anxieuse de ce qui se passait pour moi. Et là, je rencontre plein de gens qui ont des problématiques, mais complètement différentes des miennes. Notamment, moi, j'étais très jeune, à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, et il y avait des gens qui avaient l'âge de mes parents, qui avaient des problèmes avec leurs enfants qui avaient mon âge. Et donc c'était très intéressant de me dire, je vois comment ça peut... moi j'étais un peu rebelle, ma mère elle trouvait que j'étais chiante comme ado, etc. Et en tant que jeune femme aussi. Donc là, voilà, je me rends compte que c'est fascinant en fait ce qui se passe dans la tête des autres. Il y avait des gens qui avaient des problèmes... dans leur couple, il y avait des gens qui avaient des problèmes administratifs, avec des phobies administratives, il y avait des gens qui étaient en dépression, des gens qui avaient vécu malheureusement des gros traumatismes, il y a plein de choses différentes, et donc on travaillait ça en groupe ensemble, et alors là, je découvre ce qui peut se passer dans la tête de d'autres gens, enfin voilà, je trouve ça fascinant. Et puis une autre chose qui m'a plu, donc la psy faisait de l'analyse transactionnelle, donc moi c'est la première approche que j'ai connue en psychothérapie, j'y connaissais rien du tout, et elle expliquait, parce qu'en analyse transactionnelle, on explique les concepts qu'on utilise pour que les patients deviennent de plus en plus autonomes, qui puissent les utiliser, peut-être comme en systémique aussi, vous faites ça. Et du coup, voilà, c'était vraiment, ça m'a intéressée. Et donc, je suis rentrée aussi dans la théorie de l'analyse transactionnelle, comment ça fonctionnait, comment conceptualiser ce qui se passait à l'intérieur de la tête des gens. Donc, j'ai trouvé ça très fascinant, voilà, les relations humaines, qui étaient quelque chose qui était pour moi... voilà, du fait de mon trouble anxieux, j'étais très auto-centrée, et là ça m'a vraiment aidée. Alors je dirais pas que ça m'a guéri tout de suite parce que j'ai mis du temps à guérir de ce trouble, mais en tout cas ça m'a vraiment apaisée et ça m'a ouvert une autre dimension. Et un jour, je me suis dit, je veux faire ça, je veux faire la même chose qu'elle, quoi. Je veux faire ce boulot, c'est fascinant, on apprend plein de trucs, on comprend ce qui se passe dans les rouages, etc. Mais bon, voilà, j'avais trop de problèmes à l'époque, je me sentais pas du tout d'accueillir qui que ce soit comme patient. À l'époque, je faisais du droit, je continuais ma route, et puis du coup, j'étais inspecteur du Trésor public pendant une dizaine d'années, et puis un jour, je me suis dit, ça y est, c'est bon, maintenant je peux reprendre mes études. Et donc j'ai commencé par me former à l'analyse transactionnelle. Après, en 2012, il y a eu un décret qui faisait qu'on pouvait plus être psychothérapeute si on n'avait pas fait la fac. Donc je suis aussi retournée à la fac de psycho, et voilà, comme ça ma reconversion s'est faite. Donc ça faisait longtemps que je savais que je voulais faire ce boulot, mais j'avais d'abord besoin d'être moi un petit peu apaisée avec tout ça. Mais voilà, il s'est passé vraiment du temps jusqu'à ce qu'un jour je me dise, bon, maintenant je m'ennuie vraiment dans mon travail, il faut que je fasse quelque chose. Et puis je me sens quand même prête. Alors je me sentais pas prête à recevoir des gens tout de suite, mais à commencer à me former. Et puis alors là, quand je me suis dit fallait que je reprenne la fac, là on était parti pour 5 ans, non, parce que moi je travaillais en même temps, donc je pouvais pas me consacrer à plein temps à ça, donc j'ai mis 7 ans à avoir mon diplôme. Voilà, donc j'étais par correspondance au départ à la fac de Paris 8 à l'IED, puis après j'ai capitalisé sur mes économies et je me suis dit maintenant il me reste 2 ans, financièrement je peux tenir 2 ans en vivant un peu chichement, et là je suis allée en présentiel à la fac à Lyon, et voilà, j'ai réussi à l'avoir en 2 ans mon diplôme, mais sinon je sais pas comment j'aurais fait. Donc voilà. Puis après je suis rentrée dans d'autres formations, d'autres psychothérapies que l'analyse transactionnelle, et puis comme plein de psy, voilà, plein de choses ont été intéressantes. Voilà. Mais il s'est passé vraiment plein de temps. C'était le temps que moi il m'a fallu pour me sentir tranquille, pour être sûre que mes problèmes allaient pas interférer. Enfin être sûre, est-ce qu'on est vraiment sûr tout le temps, j'en sais rien, mais pour en tout cas me sentir tranquille que mes propres problématiques allaient pas interférer dans les thérapies avec mes patients, quoi. Récemment, j'ai une patiente à nouveau qui m'a dit mais Catherine, ma fille m'a dit que
depuis 4 ans que je viens, j'avais hyper évolué. Et elle dit, je suis sûre que c'est le travail qu'on a fait ensemble. Et vraiment, et elle s'est mise presque à pleurer en disant, ça me touche de vous le dire ça, parce que vraiment, je veux vous remercier. Voilà, j'avais vu d'autres psys avant, mais là, on a vraiment fait un super boulot. Et ça se voit à l'extérieur, et les gens me le disent. Ça nous touche de voir les gens progresser, aller mieux. Je suppose que, voilà, comme beaucoup de psys, voir les gens mal, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Donc, quand on les voit évoluer, et nous, parfois, on les voit évoluer, eux, ils se voient pas forcément. Mais là, quand elle m'a dit, ma fille le voit, ma fille me l'a dit, quoi. Elle m'a dit, mais maman, mais c'est fou, t'as tellement changé. Mais c'est... Bon, voilà. Donc ça, je dirais, si on peut appeler ça une réussite, quoi. Alors, en analyse transactionnelle, on a un certain nombre d'interventions thérapeutiques que Berne a... Voilà, il y a 8 interventions spécifiques, dont une qui s'appelle la confrontation. La confrontation, donc pour les personnes qui ne savent pas, c'est qu'on va renvoyer au patient quelque chose qu'il est en train de faire ou en train de dire de manière assez factuelle. Et donc, bien sûr, l'équilibre pas facile à trouver, c'est il ne faut pas que ce soit vécu comme agressif. Sinon, le patient se braque et il n'y a pas de travail qui est possible. On veut faire un feedback, que la personne se rende compte parfois de l'impact qu'elle peut avoir, de ce que ça peut signifier, mais en fonction de comment tu le fais et de quand tu le fais, et ça peut faire un gros flop, et même parfois, malheureusement, et c'est ce qui m'est arrivé, ça peut faire que la personne ne revient jamais. Voilà, et donc... je l'ai vécu moi-même pourtant quand j'étais donc dans la thérapie de groupe. Alors moi je suis revenue après, mais voilà, une psy m'a dit je pense que ce jour-là j'étais pas bien, j'étais fermée, j'étais dans la contestation, ce qu'on appelle nous l'enfant rebelle en analyse transactionnelle, et donc tout ce qu'elle disait je leur envoyais. Bon, après ça m'a quand même aidé à me dire oui, mais le patient il fait ce qu'il peut. Donc moi aujourd'hui quand j'ai des patients comme ça, justement je repense à cette psy qui m'a dit bon écoute Catherine, si t'as pas envie de venir, tu sais, tu restes chez toi, tu viens pas, quoi. Alors moi, ça m'a fait hurler, je me suis levée pour partir, etc. Bon, elle a rattrapé super bien le truc, on a pu travailler justement ce que ça m'avait fait qu'elle me dise ça. Je crois qu'elle s'est excusée aussi, donc ça m'a fait du bien. Et puis en supervision, un jour quelqu'un me dit mais peut-être Catherine, tu es pas assez confrontante. Parfois aussi les patients, ils ont besoin que tu leur dises un petit peu... voilà, donc je me dis bon ok, je vais me pousser un peu, mais comme j'étais un peu prise entre ce que moi j'avais vécu, j'avais peur d'être un petit peu, non pas agressive moi-même, mais vécue comme agressive. Et un jour, j'ai dit un truc, j'ai dit, je sais plus ce que m'a dit la patiente, mais moi j'ai dit oui, mais en même temps, vous me payez pas pour faire la même chose que ce que vous avez l'habitude de faire et vous savez déjà faire. Donc, du coup, on va faire cet exercice. Je peux imaginer que c'était un peu brutal, c'était pas le bon moment. Donc du coup, je suis revenue à ce que je faisais avant et je me suis dit écoute, tant pis si t'es pas trop confrontante. Je crois que je suis quand même, je fais des retours de feedback. Tiens, quand vous faites ça, est-ce que vous êtes rendu compte que vous avez fait ça? Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai dit à plusieurs patients, c'est intéressant que je vous filme pour que parfois vous puissiez voir ce que je vois, parce que je pense que encore plus qu'un feedback, se voir les patients, ça pourrait les aider parfois quand ils changent complètement de discours ou de fonctionnement, qu'ils puissent voir un petit peu. Notamment en traumato, quand on a un petit peu de dissociation, des choses comme ça. Donc voilà, mais bon, ça m'a fait faire machine arrière. Je me suis gourée et j'en suis désolée. J'ai pas pu m'excuser parce qu'elle est jamais revenue, mais si elle est là, je suis désolée. Moi, je vais faire une réponse scientifique puisque je suis une cartésienne et que voilà, comme tout ça m'intéresse justement, vraiment ce que je partage sur mes réseaux sociaux, vraiment ces questions de quels sont les facteurs communs à toutes ces thérapies qui font que la thérapie ça fonctionne. D'ailleurs, on avait fait une vidéo là-dessus, le secret des thérapies qui marchent. On avait dit voilà les ingrédients qu'on donne, mais pour l'instant, ça fait tellement des ingrédients, ça a l'air très compliqué. Mais j'avais quand même lu une chose qui m'avait vraiment parlé, c'était que le meilleur prédicteur d'une thérapie entre guillemets efficace, c'est la flexibilité mentale. C'est-à-dire que quand on a un certain nombre de croyances, en fait, si on n'a que des certitudes et qu'on ne bouge pas de ça, on a ce qu'on appelle une certaine rigidité mentale. Et ça, pour moi, la thérapie, c'est remettre de la flexibilité. Alors, on n'a pas tous les mêmes capacités parce qu'il y a des éléments a priori biologiques quand même là-dedans. Et puis, quand on a vécu plein de traumatismes, évidemment qu'on n'est pas flexible parce que notre cerveau, justement, il veut des certitudes pour savoir comment se rassurer. Mais c'est remettre de la flexibilité mentale. Donc, pour moi, ça participe à déculpabiliser les gens de tout ce qu'ils vivent. C'est-à-dire, il y a plein de patients, ils arrivent et ils ont des jugements sur eux-mêmes qui sont hyper intenses. Je suis pas normale, je suis différent ou différente, mais avec cette idée que c'est un problème, plutôt que de se dire, je suis différent ou différente, et donc je pourrais apporter quelque chose d'autre. Non, c'est vraiment, je suis pas comme les autres, c'est pas bien, mais ça, tous les patients, passent par là, je suis trop sensible. Et en fait, déjà, de dédramatiser tout ça, en disant, ok, ça c'est juste un fonctionnement,
vous avez le droit d'être comme ça. C'est pas anormal, c'est pas nécessairement pathologique, et même si c'est pathologique sur un DSM, enfin sur un manuel diagnostique, ça veut pas dire que vous êtes un problème. On est comme on est, et il y a personne qui est que bien, que mal, que super, que nul, ça n'existe pas. Voilà, on est comme on est, c'est ok d'être comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que vous voulez en faire, vous? Le premier, faites une thérapie. Et si possible, une thérapie dans une des approches que vous utilisez. Ça permet quand même aussi de se mettre un peu à la place des patients qu'on va avoir après, de vivre un petit peu ce que ces patients vont vivre. Donc c'est une première chose. Et puis aussi, ça va permettre un petit peu de débroussailler qu'est-ce qui pourrait se passer quand je suis face à mon patient. Est-ce que certains sujets peuvent activer ma propre histoire? Est-ce que certains types de comportements, je sais pas, il y a des patients qui peuvent être un peu agressifs, c'est pas qu'ils nous en veulent à nous, mais bon, c'est leur problématique justement, ils viennent pour une problématique de colère. Donc forcément, à un moment donné, ça va venir sur nous. Est-ce que c'est supportable pour nous, ou est-ce qu'on va empêcher le patient de faire ça? Ou est-ce que quand on voit les gens pleurer, on a envie de pleurer aussi? Est-ce que quand les gens sont en retard, on leur en veut et on est en colère après eux? Enfin voilà, débroussailler un petit peu tout ça pour justement ne pas faire porter à nos patients des choses qui nous appartiennent. Donc vraiment pour moi, faire une thérapie, ça fait partie de la posture, ça fait partie de la formation. Et je dirais, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut faire une thérapie toute sa vie quand on est psy. Ça veut pas dire qu'on doit faire une thérapie suivie toute sa vie, mais voilà, de régulièrement on retourne chez le psy pour régler des petites choses. Et je pense que plus on fait ça, même si on parle pas de nos patients en thérapie, plus on fait ça, plus on est conscient de qui on est, plus on se connaît, plus on s'accepte aussi, et plus on va être ce qui nous appartient. Ça nous appartient et on va pas le faire porter aux patients. Ça pour moi vraiment, ça fait partie des choses hyper importantes. Deuxièmement, faites-vous superviser. C'est-à-dire que, et là pour moi c'est pareil, c'est pendant tout le long de la carrière, il y a des études qui ont montré que même des thérapeutes expérimentés peuvent avoir de moins bons résultats que des jeunes thérapeutes. Pourquoi? Parce que les jeunes thérapeutes, ils sont hyper pointilleux, ils sont encore très attentifs à ce qu'ils utilisent la bonne approche, comment le patient réagit, etc. Puis que peut-être au bout d'un moment, on peut ronronner un peu dans une approche, on peut le voir même rapidement, au bout de quelques années, on a l'habitude d'utiliser telle ou telle technique, on a tel ou tel profil de patient parce qu'on s'est spécialisé dans tel domaine, et on peut avoir l'impression que voilà, on ronronne, et puis en fait on oublie d'être vraiment en lien avec ce patient-là qui a cette vie spécifique, ce fonctionnement spécifique, et donc on peut ne pas s'en rendre compte, hein. Parfois quand on arrive en supervision, on dit voilà, je suis bloqué avec tel patient, je comprends pas, puis elle dit bah oui, mais en fait là c'est pas ça qui te dit ton patient, t'as fait ça, mais voilà. Moi j'aime bien être supervisée de manière spécifique, parce que comme j'utilise plusieurs approches, plutôt que d'avoir une supervision intégrative, c'est-à-dire avec quelqu'un qui utiliserait plusieurs approches aussi, en fait je fais des supervisions en EMDR, juste sur le EMDR, en théorie de dissociation structurelle, juste sur ça, en thérapie des schémas, juste sur ça. Donc moi j'aime bien faire ça, mais après il y a des gens qui ont juste un superviseur, donc moi j'en ai un dans chaque approche parce que je veux, je sais pas, c'est ma manière de penser, je veux me spécifier, je veux bien comprendre les tenants et aboutissants de chaque approche que j'utilise, même si après moi je fais mon mélange, quoi. Et après il y a des personnes qui ont un ou une superviseur et puis qui vont... Mais voilà, pour moi c'est important de le faire plusieurs fois par an pour justement être sûr que on reste attentif, et voilà, et c'est pas mal de se dire que on peut s'être trompé ou on peut s'être bloqué avec un patient. Enfin, ça veut dire c'est normal, notre cerveau il cherche à installer des habitudes pour pouvoir se dédier à autre chose. Donc on rentre dans les habitudes sans en faire attention. Donc pour moi c'est juste plus une sorte d'hygiène, comme je sais pas, on se lave les dents tous les jours et on se dit pas mon Dieu, ça veut dire que mes dents elles se salissent trop. Non, c'est juste que c'est comme ça. Pour moi c'est pareil, la supervision. Troisième chose, faites-vous confiance. Vraiment, je vois trop de personnes, notamment sur les réseaux, qui me disent mais oui, mais est-ce que je peux faire ci, je peux faire ça, j'ai fait ça, c'est pas bien, etc. Ce que vous avez fait, c'est rarement pas bien. Même à la rigueur, je parlais tout à l'heure de la confrontation que j'ai faite. Oui, on pourrait dire à ce moment-là, ça a été maladroit. C'est même pas de dire que c'était pas bien, c'était maladroit. Peut-être avec un autre patient, ça aurait marché. Là, avec cette personne, voilà, ça n'a pas fonctionné. Moi, j'étais probablement trop dans. On m'a dit de faire ça, donc il faut que je trouve un moment où je le fais, et j'ai pas trouvé le bon moment où c'était. Peut-être à un autre moment, c'était bon. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. Quand même, on peut quand même analyser, on peut en faire quelque chose, on peut en tirer une leçon, on peut s'en inspirer. Alors, bien sûr, si on a traumatisé un patient, bon, je pense pas que ça arrive à grand monde là, quand cette patiente-là, je pense pas qu'elle a été traumatisée. Elle s'est juste dit bon, cette psy ça me va pas, mais voilà. Donc faites-vous confiance. Vous avez fait des études, vous vous êtes formé, vous avez aussi une intuition, vous vous connaissez. Même quand on se trompe entre guillemets, il y a toujours quelque chose d'intéressant à en tirer. On a fait un atelier sur le contre-transfert, par exemple, c'est vraiment ça que je dis. Même quand on s'est trompé,
ou qu'on a vexé, des fois nous on pense pas qu'on s'est trompé, mais pour le patient ça a été impactant, si le patient peut le dire, on peut s'excuser, ça peut être extrêmement thérapeutique de s'excuser auprès d'un patient, peut-être c'est la première fois de sa vie que quelqu'un s'excuse, quoi. Donc moi par exemple je suis assez spontanée comme personne, parfois je te raconte un truc, des fois les patients sont Catherine quand même, et voilà, et on en fait quelque chose de thérapeutique, donc faites-vous confiance, il n'y a pas une seule manière de faire de la thérapie, de toute façon chaque patient est différent, donc un truc que vous feriez avec un patient, ça passe pas avec le patient suivant, ça passe très bien. Donc voilà, faites-vous confiance, et puis voilà, vous êtes légitime à faire ce que vous faites, et puis par contre, continuez à être supervisé, à faire votre thérapie et pour progresser. Mais par contre, je pense que c'est un mal un petit peu psy, enfin de ce métier. Il y a beaucoup de gens qui se sentent pas légitimes, qui pensent qu'ils sont pas assez bons, pas assez ceci. Si on a fait des études, on s'est formé, voilà, on a des compétences maintenant, on lit pas dans les pensées des gens. On n'est pas parfait non plus, on comprend pas tout le temps parce qu'on interprète, notre cerveau interprète, on a tous des biais, donc nous aussi, c'est pas parce qu'on sait qu'on a des biais qu'on du coup ils disparaissent. On a des biais, voilà. Faisons-en quelque chose pour la thérapie justement, montrons aux patients que on est imparfait, et ça les aide je pense aussi. Montrons aux patients qu'on peut rattraper nos erreurs, je pense que c'est extrêmement thérapeutique, qui comprennent dans une société où on n'a plus le droit à l'échec, etc., que si en fait. Ou récemment, j'avais un patient qui me disait qu'il était perdu, puis je dis moi aussi. Alors, il me regarde et puis il me dit d'accord, ça m'arrange bien. Je dis non, mais là où il y a une différence entre vous et moi, c'est que vous êtes perdu, ça vous angoisse. Moi, je suis perdu, ça me motive à chercher. Et donc, à la rigueur, ça pouvait être thérapeutique. Il me l'a pas dit encore, mais peut-être, en tout cas dans mon idée, ça pouvait être thérapeutique de lui dire oui, je suis perdu. Et alors, du coup, je vais en faire quelque chose. Je vais aller en supervision, je vais réfléchir à la question, on va chercher ensemble, puis on va trouver. Première psy, parce que vraiment, il m'a fallu tellement de temps pour trouver quelqu'un avec qui j'étais en confiance, c'est vraiment le mot, en sécurité en tout cas, que vraiment, ça m'a marqué. Et c'est pour ça que j'accepte aujourd'hui qu'il y ait des gens, alors ça m'arrive pas souvent, mais ça peut arriver, j'imagine, des gens qui viennent et qui se sentiraient pas en confiance, je sais pas moi, avec la couleur que j'ai mis dans mon cabinet, avec ma façon de parler, parce que je parle vite et que je suis spontanée. Voilà, cette première psy qui m'a vraiment aidée, même si elle m'a fait cette confrontation, mais j'étais en confiance, donc ça a pu quand même fonctionner. Vraiment, elle m'a vraiment marquée, elle m'a donné envie de faire ce métier, elle m'a donné envie de me former à la même approche qu'elle, et elle m'a donné envie de faire des groupes de thérapie, ce qui va commencer la semaine prochaine. Une autre personne, c'était un formateur il y a quelques années, il s'appelle Olivier Pied-Fort-Marin. Si vous voulez vous former avec lui, vraiment allez-y. Ce mec m'a marqué parce que, déjà, il a une manière très très carrée d'enseigner, donc moi ça me convient beaucoup, mais en fait, c'est la première fois que je l'ai vu, c'était en conférence sur le traumatisme vicariant. Donc pour les personnes qui ne savent pas, c'est le traumatisme vicariant, c'est quand vous travaillez avec le traitement des traumatismes, vous pouvez être traumatisé par les récits traumatiques des patients. Donc ça peut vous créer un traumatisme. Et donc c'était un congrès sur le traumatisme vicariant. Et je vois plein de trucs intéressants là-dessus. Et lui, ce gars arrive et il dit, voilà, je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire. J'ai trouvé que sur le plan pédagogique, c'était déjà d'une humilité, mais vraiment, qui m'a fascinée. C'était hyper pédagogique parce qu'il est arrivé avec des vidéos, quoi. Et il a dit, voilà, on l'entend lui en train de dire des trucs, il dit, ne faites pas ça. Il bloquait le truc, il dit, là je vais vous montrer un truc, ne faites pas ça. Et il remet la chose. Et j'ai adoré cette manière humble, en fait, d'enseigner, qui revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, faites-vous confiance, parce que du coup, il nous a montré quand même ce qu'il a pu en faire de ce qu'il n'avait pas fait correctement, en tout cas selon lui. Et voilà, donc déjà, j'ai beaucoup aimé cette approche pédagogique, et puis ensuite, j'ai fait plusieurs formations dans son école, et vraiment, je trouvais que c'était quelqu'un qui est très carré, en tout cas, ça correspond à ma manière d'enseigner, et ça m'a vraiment... je pense que ça a accentué le côté scientifique que j'ai dans ma pratique, le fait que, voilà, je lis plein d'études sur PubMed pour savoir pourquoi ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire. Ah oui, il y a des études qui disent, si on connaît nos émotions, voilà, ça me passionne, et je pense que lui, il a accentué ce côté, parce qu'avant, j'avais moins, je pense. L'ordre étrange des choses que je cite régulièrement dans mes publications, c'est un bouquin qui voit, donc par Antonio Damasio, ce n'est pas Alain Damasio, c'est pas celui qui fait des récits de science-fiction, c'est le neurologue, voilà, qui a vraiment étudié la psychologie sous son angle évolutionnaire, c'est-à-dire notre cerveau fonctionne pour la survie, quoi. Donc tout ce qui est psychologique participe à notre survie. Pourquoi on a des émotions? Parce qu'un jour elles se sont invitées dans le système nerveux, parce que grâce à ces émotions, on réagissait plus rapidement qu'en passant par la réflexion, etc. Donc voilà, l'ordre étrange des choses, un peu complexe, extrêmement intéressant sur le
développement de pourquoi on a des émotions, pourquoi ça nous aide, pourquoi ça nous sert. Et je trouve que ça permet de remettre la psychologie dans une perspective autre que philosophique. Parce que parfois, c'est enseigné comme une science humaine proche de la philosophie, mais c'est quand même un peu scientifique quand même, quoi. C'est-à-dire, on en est où on en est avec notre psychologie, aussi en partie à cause d'éléments biologiques. Donc moi, vraiment, voilà, ça m'a vraiment marqué et ça participe de ce qui a fait qu'effectivement, donc c'était un petit peu avant ce formateur dont j'ai parlé, qui avait commencé à me mettre le nez dans la science. Un autre, ça s'appelle L'attachement à un instinct oublié. Ça aussi, c'est un livre dont je parle régulièrement. C'est sur la théorie de l'attachement et aussi sous son angle scientifique. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a toute l'histoire de cette théorie, pourquoi elle a été controversée quand elle est sortie, pourquoi elle a été problématique et pourquoi aujourd'hui, en fait, elle résiste vraiment bien à la charge de la preuve quand on fait des études dessus. Alors bien sûr, hein, rien n'est parfait, mais donc ça explique comment on apprend à rentrer en relation et comment cet apprentissage précoce, parce que ça se fait très jeune dans l'enfance, ça va potentiellement déterminer des problématiques qu'on va avoir plus tard. Alors je dis déterminer, mais c'est réversible, hein. En thérapie on peut changer ça. Et puis Irving Yalom, bien sûr. Le premier livre que j'ai lu, c'était même pas un truc technique, c'était un roman, ça s'appelle Mensonge sur le divan. Fantastique, lisez ce livre, il est génial. C'est un psy qui se fait entre guillemets arnaquer, enfin c'est génial. Donc je suis rentrée dans le monde d'Irving Yalom là-dessus. Il a écrit aussi des essais et lui aussi il participe de cette humilité du psy qui peut se tromper, qui peut se gourer, qui peut être vaniteux et orgueilleux, mais que tout ça ne dessert pas la thérapie. Au contraire, lui il nous montre comment il peut quand même s'en servir. Et vraiment lui ce mec c'est une leçon d'humanité, quoi. C'est très très inspirant. Donc Catherine la psy, sur les réseaux sociaux, on fait un certain nombre de choses. Je dis on parce que Catherine qui est psy, ça c'est moi, mais Catherine la psy, en fait c'est deux personnes. Donc je travaille avec Fabien, qui lui s'occupe, donc il est pas psy, il est à la base développeur web, mais il s'occupe de toute la partie technique. Donc pour les personnes qui achètent nos ateliers, c'est lui qui gère les vidéos, où est-ce qu'elles se mettent, quand vous achetez un atelier, quand on fait des trucs en live, c'est lui qui met tout le montage, quand on fait des podcasts, il s'occupe de régler le son, tout ça. Alors la lettre psy, oui, c'est un email qu'on envoie une fois tous les 2 semaines, avec 3 articles de psychologie, donc plutôt axé psychothérapie, comme disait Catherine. Et voilà, donc on se répartit les articles à l'intérieur. Et puis pour s'abonner, c'est sur catherinelapsy.com et puis c'est gratuit. Et puis on a aussi un podcast, donc un podcast en général plutôt à 2, et des fois on a des invités, donc a priori on va peut-être avoir Julien bientôt. Voilà, j'espère que vous aurez passé un aussi bon moment que moi en la compagnie de Catherine. Je vous mettrai dans la description de la vidéo des liens vers les ouvrages qu'elle a pu citer dans ses préconisations et également vers toutes ses pages de réseaux sociaux. Si jamais vous souhaitez découvrir son travail sur YouTube, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici. En ce qui me concerne, j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.